là avec nous très très rapidement. Alors l'intérêt, c'est vraiment sa hauteur de vue qui va nous permettre de balayer le marché du luxe, j'allais dire en long, en large et en travers. Le but, c'est évidemment déjà de cerner de quoi on parle, c'est-à-dire d'avoir une définition et de pouvoir cadrer un petit peu qu'est-ce que le luxe aujourd'hui. Voilà, j'imagine qu'on n'a pas tous forcément la même idée de ce que peut être un bien de luxe. Et puis, on va essayer de comprendre un petit peu l'état du marché. On va voir aussi les perspectives. Donc, tout ça va être développé par notre ami Claude-Olivier Bonnet. Alors, je vais voir s'il est là. Il est là. Il a rejoint. Voilà. Et voilà, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Bienvenue, bienvenue à toi, Claude-Olivier. Voilà, on est ravis de t'accueillir ce soir dans la 23e édition des conférences qui pensent. Et on va donc aborder en long et en large et en travers le marché du luxe. Alors déjà, un petit mot sur toi, parce que tu as un parcours émérite dans le monde de l'immobilier. On parle de Coldwell Banker, mais LBA, c'était déjà toi, si je ne Oui, c'est m'abuse. ça, oui. Oui, un gros parcours dans l'immobilier, puisque j'ai commencé au départ dans l'actuariat, dans les assurances, et puis ensuite j'ai bifurqué vers la direction générale de Foncia, que j'ai animé pendant un certain temps sur la transaction immobilière avant d'être un indépendant et un chef d'entreprise, puisque j'ai créé La Rose des Ventes d'abord, qui est un centre de formation des professions immobilières, rédigé une dizaine d'ouvrages professionnels sur le métier de l'immobilier. Ça va de la prospection à la négociation, à l'exclusivité, et puis tout ce qui est le droit immobilier expliqué à des commerciaux. Donc simplifier, par exemple, ce que je fais de temps en temps avec mon ami Jean-Marie Moise, avocat et qui écrit chez Delmas. Eh bien, moi, j'ai vulgarisé un petit peu plus la partie juridique pour apporter quand même des notions plus précises et plus adaptées à des professionnels de l'immobilier. Et puis, j'ai créé, donc, comme tu l'as dit très justement, Le Bon Agent, LBA, Le Bon Agent qui a eu à peu près, j'ai géré pendant 9 ans. On est monté à 300 mandataires et ça a été cédé à un grand groupe immobilier qui voulait créer son propre réseau de mandataires. Voilà, et depuis, je fais pas mal de conseils en matière de répression des fraudes, tout ce qui est lié à la loi Tracfin, tout ce qui est audit préventif, loi Tracfin. Et c'est comme ça que Coldwell Banker m'a sollicité pour pouvoir les accompagner sur le développement de leur franchise dans le domaine du haut de gamme et du luxe, puisque c'est un domaine que j'ai longtemps accompagné pour d'autres enseignes. Super. Voilà. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, derrière toi, il y a des trophées. Euh, il y a Ah des. oui, C'est ça? c'est Donc, vrai. et alors, juste parce que tu nous mets la puce à l'oreille, donc on est. Et j'ai déjà des questions, donc bon, Non, t'es dans j'imagine. mon bureau, en fait, dans le bureau de chez. Là, je suis chez Coldwell Banker, dans mon bureau, et donc j'ai des awards, puisque c'est très américain, puisque l'origine est américaine, et que on a cette culture de féliciter, de récompenser les meilleurs vendeurs, parfois les meilleurs business units. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai quelques collections de trophées, puisque tu as aussi le bureau de Paris qui est ici. Voilà. Super, super, super. Bon, génial. Alors, on va se lancer, les amis. Donnez-moi une petite seconde. Je fais une petite manip technique et je suis à vous. Voilà. Ne quittez pas. Parfait. Tu es là. C'est ce qu'il faut. Et moi, je suis là. Donc, c'est parfait. Alors, sur le marché de l'immobilier, on va partager un document qui nous permet d'avoir une trame, si j'ose dire. Et donc, le marché du luxe, tu peux déjà nous donner comme ça en, en introduction, qu'est-ce que le luxe? On a l'impression que voilà, on a parfois du mal à cerner le périmètre. Qu'est-ce qui est de luxe, l'ultra luxe, enfin, comment tu définis ça? Quels sont les angles d'attaque et comment on segmente un peu tout ça, s'il te plaît? Alors le luxe, oui, c'est pareil, c'est de la définition, c'est un peu comme rencontrer un client, quelle est sa définition pour certaines valeurs ou certains mots qu'il va employer, et on peut y mettre beaucoup de choses. On va dire qu'aujourd'hui, si on doit donner des définitions qui va être plutôt la nôtre, celle de Coldwell Banker, on considère que on est acteur du premium, on est acteur du haut de gamme et acteur du luxe. Donc premium,
Ce sont des biens qui présentent des qualités culturelles, des qualités historiques, des qualités intéressantes, mais pas forcément sur des prix qui dépassent le million. Ça peut être largement en dessous. On peut avoir une très belle bâtisse à 300 000 euros, on peut avoir un château à 500 000 euros, etc. Donc ça, on va rentrer déjà dans du haut de gamme et du premium. Un appartement, c'est en fonction, en gros, des valeurs les plus élevées dans un secteur donné. Alors, on pourrait dire ça. Si on est sur une tendance mass market, eh bien, ce sont les tendances marché des biens, on va dire, populaires. Et dès qu'on va commencer à rentrer des biens relativement plus rares et plus exceptionnels, sans parler de luxe automatiquement, nous, on va considérer que c'est déjà du premium et on va travailler sur une communication qui est adaptée. Après, on va rentrer dans le haut de gamme. Le haut de gamme, c'est déjà qu'il y a, en plus de ça, des prestations, une sectorisation, une vue, quelques qualités supplémentaires qui font que le bien est aussi assez exceptionnel et encore un peu plus rare. Et puis, on va rentrer dans le luxe lorsque l'on va avoir vraiment des prestations surdimensionnées, que le bien est tellement demandé ou tellement recherché pour ses valeurs, pour des cas tout à fait exceptionnels. Là, on vient de céder, par exemple, un penthouse avec vue à 300 degrés à peu près sur tout Paris, où on est, par exemple, sur quelque chose à 35 millions aussi d'euros. Dès qu'on va dépasser les 5 millions d'euros, on va commencer à rentrer dans du luxe. Dès qu'on dépasse les 10 millions d'euros, on va dépasser sur l'ultra-luxe. Voilà. C'est un ressenti, c'est plutôt… en fait, ça se décale en fonction des demandes, parce que le marché, à un moment donné, était très, très demandeur de biens encore plus élevés, et puis ça s'est redressé un peu avec la crise financière, et aujourd'hui, on réadapte un tout petit peu, on réajuste notre valeur sur le luxe et l'ultra-luxe. D'accord. Intéressant cette taxonomie. Merci de poser le décor. Alors, sur ce marché-là, voilà, comment il se comporte? Voilà, on est à l'aube de 2025. On a eu une année 2024 d'une manière globale assez compliquée sur l'IMO en France et dans différents pays. Est-ce que toi, tu peux nous donner quelques éléments sur voilà, 2025 déjà? Déjà, si tu veux, moi, je travaille pas mal sur la partie, j'écris pas mal en presse économique aussi, et faut pas se tromper de débat. C'est-à-dire que oui, il y a une crise financière qui est importante, mais on n'est pas encore dans une logique de crise immobilière. C'est-à-dire qu'on a une crise immobilière sur le neuf, sur la construction neuve, on a une crise immobilière sur le logement locatif, mais en matière de transactions immobilières, on est beaucoup plus dans une logique de réajustement. Donc en fait, on a eu des belles années extraordinaires et on en a profité autant en tant que client pour acheter des biens de qualité, mais aussi en tant que professionnel. Et on a vu la croissance de certains réseaux ou de certaines enseignes parce que effectivement le marché semblait porteur. Mais est-ce qu'il n'était pas sur un effet, on va dire, un tout petit peu artificiel? Je ne parle même pas de bulle économique ou de bulle de l'immobilier, mais un peu artificiel dans le sens où le trend classique de la transaction immobilière, c'est quand même moins du million. C'est plutôt 950 000 transactions dans une année. 900 000 transactions, c'est déjà une très, très belle année. Or, on est monté à 1 200 000 transactions. On a vu des primo-accédants arriver sur un marché, au lieu d'avoir 30 ans, ils avaient 24 ans. Donc, ils ont bousculé ceux qui avaient un peu plus d'argent pour aller acheter un peu mieux. Et on a comme ça eu une sorte de bulle spéculative qui fait qu'on est passé on est passé à 1 200 000 transactions sur l'année 2021-2022. Et ça, c'était un marché un peu artificiel. Et d'accord, si on regarde les 30 dernières années, on voit bien l'anomalie, c'était ce qu'on appelle outlier. Hein. C'est clair qu'on était un peu, dans la même logique. Et en fait, on est redescendu. Alors, bien sûr qu'il y a eu un effet de sidération avec la remontée des taux de crédit, avec un marché économique qui allait moins bien, avec aussi, et on l'a encore vu dans les statistiques économiques de cette semaine, où les ménages ne sont pas encore dans une énorme confiance sur leur avenir. Et donc, et puis l'ambiance générale n'était quand même pas sereine entre un peu les gilets jaunes, ensuite la retraite, les Covid, l'Ukraine, et puis ensuite une crise financière. C'est quand même pas rassurant pour se dire je vais m'engager dans des process d'acquisition. Et pourtant, les Français adorent le logement et ils vont. Donc 800 000 transactions, c'est à peu près les chiffres qu'on devrait avoir sur 2024. Ça reste un très bon chiffre. Une crise immobilière aujourd'hui, c'est moins de 650 000 transactions. Donc 800 000 transactions, c'est un bon marché. Et il s'avère que dans ce marché-là, bah, évidemment, un marché aussi spéculatif, c'est le cas de l'exceptionnel et du luxe, eh bien, les spéculateurs, parfois étrangers, ont d'abord observé. Et on l'a connu dès 2023 et encore un peu en 2024. On a eu énormément de personnes qui étaient plutôt en train de se balader et sonder le marché pour voir s'il y avait une opportunité que des vrais acheteurs. Donc, c'est ce qui fait que ça a aussi un peu abîmé la transaction immobilière d'un point de vue classique.
Donc, on a vu ce marché-là se tendre, se réduire et avoir des personnes qui se permettaient d'acheter avec aujourd'hui beaucoup plus d'apports qu'avant. Avant, il valait D'accord. mieux prendre du crédit parce que ça n'avait aucun intérêt d'aller mettre son argent dans une acquisition. Il valait mieux prendre du crédit, même pour des questions, par exemple, d'impôt sur la fortune immobilière. Il vaut mieux prendre un crédit à 1%, vous achetez de l'argent à 1% contre une inflation entre 3,5 et 5%. Donc, Calcul aucun est vite fait, on est intérêt. d'accord. Parfois, c'était moins de 1%, hein. Ouais, et parfois, c'était moins d'1% pour ceux qui avaient encore, pouvaient être à 0,7 ou 0,8. Donc, Voilà. c'est pour ça que c'était une tendance incitative. Et puis, alors, je dirais même que c'est une nouveauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un autre axe d'achat. Et là, ça concerne des gens qui ont de l'argent et qui sont dans le haut de gamme et dans le luxe. C'est que l'acquisition, je dirais qu'il y a eu un phénomène aujourd'hui de start-upper. Je fais une opération pour, en plus de ça, la spéculer et la revendre assez vite. Donc, en fait, je n'achète plus un bien immobilier pour une gestion patrimoniale, mais plutôt pour une gestion capitalistique et économie financière. Donc, j'achète avec un turnover potentiellement à 5-7 ans. Donc, je me moque de prendre un crédit à 25 ou à 20 ans avec un 0,7 ou 0,8. Et puis, j'essaierai de faire un coup. Le seul problème, c'est que certains ont acheté trop tard, c'est-à-dire qu'ils ont acheté entre 2019 et 2021, 2022, et dans certains cas, ont été obligés de revendre entre 2022 et 2025, on va dire maintenant, et ces personnes-là n'ont pas forcément fait une très belle opération financière. On Donc, est d'accord. Si ça a on aussi un peu évolue, calmé. parce que le temps est un peu compté quand même, Vas-y, vas-y. si on évolue sur voilà, les prédilections, les destinations de prédilection, tu en as, toi, tu pourrais nous partager sur des destinations familiales plébiscitées, par exemple? Oui, bien sûr. Alors, en revanche, le marché de l'immobilier haut de gamme va plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il y a eu une baisse, évidemment, du nombre de biens à vendre. C'est ce qu'on a mis aussi dans les statistiques. Mais les secteurs, on va dire, déjà dynamiques, comme là, on a mis Saint-Germain-en-Laye, Megève et Biarritz pour avoir un peu trois spots différents. Mais aujourd'hui, la côte, par exemple, est toujours très dynamique si on rentre dans une logique de station balnéaire, par exemple, historique, et non pas trop artificielle ou trop jeune. Pareil pour les stations de montagne, c'est plutôt les historiques qui ont maintenu un certain niveau de transaction plutôt que des jeunes stations balnéaires. Et idem pour les villes. Là, on a mis peut-être Biarritz parce qu'il y a eu une tendance surfeur, Biarritz, le plaisir, et puis l'arrivée des EasyJet a beaucoup facilité le développement de Biarritz. Là, on a quand même eu un peu de frein ces derniers temps, hein, et on peut comparer Biarritz à Bayonne. En revanche, sur les grandes villes aujourd'hui, alors Bordeaux a eu un peu plus de calme que ces derniers temps, Nantes pour d'autres raisons aussi, et Rennes pareil. Mais en règle générale, les biens d'exception dans ces villes majeures ont toujours un excellent accueil. Et il y a très très peu de baisse de prix. Ensuite, il y a un autre problème qu'on rencontre dans l'évaluation des prix de l'immobilier. L'erreur que fait la presse ou que font pas mal de professionnels, c'est de se tromper de paradigme, c'est-à-dire de dire que le prix de l'immobilier, parfois, on va vous dire qu'à Paris, le prix de l'immobilier a baissé. Or, c'est vrai si on prend certains chiffres, mais moi, je peux vous faire dire le contraire sur les bons quartiers. Sur les très bons quartiers, il n'a pas baissé le prix de Paris. Pourquoi? Parce que si vous prenez la loi de juillet 2022 sur les DPE, venant ressortir du parc locatif les biens en F ou en G, qu'est-ce qu'on a eu comme effet? C'est que dans l'année qui a suivi la décision de cette loi, on a eu plus de 72% des biens qui étaient en F ou en G, qui étaient à la vente. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la négociation, donc ça a fait baisser une moyenne de prix. Mais la réalité, c'est que ces biens-là, effectivement, ont été vendus à des prix beaucoup plus bas que ce qu'on connaissait, mais les biens de qualité et les biens d'exception ont maintenu des niveaux assez élevés. D'accord. La moyenne, évidemment, est affectée, mais ça, c'est juste, voilà, un tour de passe-passe mathématique. Mais ça, on est d'accord. Vous voyez bien tous, et tu me confirmes, Claude Olivier, vous voyez bien tous les slides, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je le vois. Tu les vois, il n'y a pas de problème, donc tout le monde les voit. OK. Donc, si on continue, si on fait un petit tour de France rapidement comme ça, sur la Méditerranée, voilà, comment tu vois les choses, toi? Je ne suis pas sûr que tu aies même mentionné la Corse. Je ne sais pas si vous êtes en Corse, vous. Si on arrive en Corse cette année, c'est une des nouvelles de l'année. On s'installe là dans quelques jours, puisqu'on va faire un autre séminaire la semaine prochaine avec les nouveaux leaders et les leaders. Donc, la Corse sera présente. On vient C'est où d'ouvrir. en Corse? On va être, pour l'instant, on démarre sur Bastia avec un développement sur Ajaccio et Porto Vecchio. Non, OK. Voilà. Et là, on ouvre à Montreux et on ouvre aussi en Belgique. Donc, en ce moment, il y a du développement sur ce genre de ville. Mais c'est vrai que si tu reparles de la Méditerranée, Cannes, par exemple, reste quand même très, très élevé en termes de budget. Nice, il en va de même. Donc, la Côte d'Azur Et la disparité sur Antibes, comment tu expliques cette baisse sur Antibes?
Alors, ça peut être tout simplement, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop se marquer, parce que d'abord, la disparité sur Antibes n'est pas si énorme que ça. Elle est importante, hein, puisqu'on a quand même Pas des volumes de vente énormes, donc c'est peut-être pas significatif. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ah, Et, d'accord. il se peut que certaines personnes n'aient pas mis à la vente, donc moins de biens, et on se soit débarrassé de quelques biens de moins grande qualité. Et c'est ça qui peut faire un changement de données statistiques. Pour être sûr que la baisse soit réellement avérée, il faudra attendre 2 à 3 exercices pour le certifier. D'accord, d'accord. Sur les Mais négos, on voit des négociations accrues. Je continue hein, sur notre oui, voilà, déroulé. donc en matière de négociation, en revanche, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que là, en revanche, on voit que les acquéreurs ont pris de confiance en eux et ils tentent des opérations. Et donc, ils viennent avec vraiment des très grosses négociations, des choses qu'on ne connaissait pas tant que ça, même sur les 10 dernières années. Et maintenant, un bien à 1,5 million, on n'hésitera plus à faire une proposition à 1,2 ou à 250. Ça passe ou ça passe pas. D'accord. Mais c'est vraiment l'idée, c'est que il y a surtout si si je fais quasiment 100 en paiement comptant, je me sens plus fort, donc je négocie. C'est Et puis je clair. négocie pas un tout petit peu. Donc là, on a vu quand même des opérations. On a vu un bien, par exemple, j'ai une opération sur laquelle on l'a analysé. Sur 2 années, on est quand même passé de 5,1 millions à 3,9 millions. Oui, d'accord. C'est pas la moitié, mais c'est pas loin. Alors, Mais sur Paris, puisqu'on en a un petit peu parlé, mais le marché, donc, il résiste sur les transactions, sur l'offre, sur les prix. sur les Quel est marchés ton... qualitatifs, sur les marchés, on va dire, pardon, qualitatifs, ils sont tous qualitatifs, il ne faut pas non plus dénigrer, mais ce sont des marchés, on va dire, très recherchés, qui ont toujours été sur une tendance soit franco-française, mais quand même pas mal à l'international. Déjà, on retrouve les Américains qui reviennent sur le marché français, ce qu'on avait un peu perdu. Bon, les Russes ne sont pas là, mais on commence à avoir une clientèle internationale qui revient. Alors, nous, on considère que c'est l'effet Emily in Paris, JO, qu'on redonnait envie, mais c'est pas complètement faux. Il y a ce petit côté effet de mode et on revient dans certains quartiers de Paris. Et les quartiers qui ont toujours été quand même, ont eu le vent en poupe, restent quand même des quartiers très demandés. Donc, L'Ouest parisien, on est d'accord, oui. oui, l'Ouest parisien, et puis surtout, là aussi, l'effet de la rareté. C'est-à-dire que comme il y a eu moins de personnes à vouloir revendre immédiatement parce qu'ils avaient peur de ne pas vendre dans des conditions qui leur convenaient, forcément, la rareté a aussi maintenu un certain niveau de prix. Ce qui est quand même complètement différent de 91, où en 91, on a vu arriver sur le parc de la vente énormément de biens. Et donc, ça a fait largement chuter le prix de l'immobilier. Alors que Hum, là, aujourd'hui, on pourrait dire que les gens ont été un peu plus raisonnables sur la revente et ont préféré maintenir, s'ils pouvaient le maintenir, leur bien avant de le mettre à la vente. Ce qui fait que ça a quand même fait un effet de rareté et donc moins de ventes et donc les prix se sont maintenus. d'accord, d'accord. Voire parfois dans certains coins, des biens d'exception avec des vues sur le 5e, 6e arrondissement où on dépasse sans problème les 20 000 euros du mètre carré. Là, on arrive dans l'ultra-luxe, hein, Oui, avec du 20, du 23 sur la rive gauche. c'est ça. Voilà. Et, Là, et on est certaines, typiquement où? Là, on est dans des biens qui ont vu sur le Luco, c'est ça? Ou on est où là? la rue Guillemert, par exemple, fait Ouais, je toujours partie. je pensais à la rue Guillemert, Voilà, exactement. qui fait partie des Discrimination entre spots criminel et la bouche. très connus. C'est quand même tous les quartiers, malgré tout, d'Odéon, le Luxembourg, tout ça, ça fait partie des biens qui attireront toujours. Le parc Monceau attire toujours. On va avoir des biens avec vue même sur l'avenue Foch, côté sud. Donc, on sait qu'on a une différence entre un côté sud et un côté nord dans pas mal d'avenues parisiennes. Et dès qu'on a vu Seine aussi, ce sont des biens qui, parfois, vont dépasser les 20 000. Et dans certains cas, même rue de Verneuil ou rue du Bac, où nous avons aussi une agence, on dépasse sur pas mal de biens en duplex dernier étage. Et si en plus de ça, on pouvait avoir un balcon, on est à 23 000, 24 000. Place des Vosges aussi. La place des Vosges, toujours, là tu les connais comme moi, tous les endroits qui ont longtemps été des points forts et des points phares. La rue de Rivoli reste quand même très chère, la place Vendôme reste très chère. Voilà, il y a eu un journaliste qui est très connu qui a vendu place Vendôme. On est à plus de 4 millions d'euros. Voilà. Sur les perspectives 2025, donc, qu'est-ce que. Bon, on n'a pas de boule de cristal, mais on arrive quand même à avoir des choses qui sont plutôt positives, non? Oui, en fait, les tendances, les analyses qu'on fait aujourd'hui sont plutôt intéressantes puisque déjà les taux directeurs, la BCE a rebaissé encore une fois et devrait rebaisser une dernière fois là dans les prochaines semaines, voire peut-être après le premier trimestre. Mais si on descend aux alentours de 3 à 3,25 sur les taux directeurs, forcément, ça a une conséquence sur les effets bancaires. Donc, les banques, et puis les banques le disent très clairement aujourd'hui, c'est qu'elles veulent racheter du client, donc du portefeuille client, donc elles font des efforts.
Bien sûr, elles ne font pas les mêmes efforts qu'elles en avaient fait à une époque, parce qu'on ne pourra pas y retourner comme ça aussi facilement, mais en revanche, elles sont prêtes à faire quand même de la captation de clientèle, donc de faire ces efforts sur les taux, même quitte à ce qu'elles aient pratiquement pas de marge, mais pour bien sûr vendre le reste, les produits annexes. Donc oui, le marché va mieux, les Français ont passé le coup de massue, donc ça va un petit peu mieux aussi, il y a cette confiance. L'effet gouvernemental et des décisions gouvernementales fait moins peur parce que ça finit par faire sourire plutôt que d'inquiéter trop. On finit par s'habituer finalement aux ennuis. Et donc, Au oui, niveau macro, je serais moins affirmatif que toi, mais bon, c'est un autre macro, sujet. dans quel sens tu voulais dire, toi? Sur les notations, il y a quand même. Ah bah, il y a non, mais en revanche, je te rejoins aussi. Là, mais sur les notations, aujourd'hui, c'est très, très délicat. Ces derniers jours, on a quand même dépassé les taux de crédit de la Grèce. Donc, Voilà. c'est quand même ça, c'est inquiétant. Mais parce que toi, tu es un économiste ou parce que tu veux voir cette analyse, mais dans le grand public, pour l'instant, les faits, on ne le ressent pas encore. Il faudra vraiment qu'on soit sanctionné, qu'on ne puisse plus prendre de décision. Par exemple, si on n'arrivait pas à voter le budget ou si on ne pouvait plus prendre de décision sur notre propre gestion de notre pays parce qu'on serait sous perfusion avec la communauté européenne, oui, là, ça pourrait devenir inquiétant. Mais pour l'instant, est-ce que je le ressens dans mon portefeuille de tous les jours? Je ressens un petit peu parce que je n'ai pas eu les augmentations de salaire que j'espérais, je ressens pour certaines choses, mais il y a de l'argent en France et il y a encore de très beaux biens qui se vendent. Donc les Donc, tendances je ne suis pas actuelles trop inquiet. Ouais, ouais, ouais. Enfin, si on a encore un gouvernement, moi je suis toujours un peu. Voilà. Je veux pas À la faire jouer les. limite, On va pas jouer les Cassandres, hein, mais non, mais ça semble. prends le gouvernement belge, hein. Aujourd'hui, il n'est pas là et pourtant, on arrive à gérer le pays. Bon, c'est un peu embêtant, mais bon, moi, je me suis dans le domaine du haut de gamme. Je serais beaucoup moins optimiste vraiment du mass market, même du très, très populaire. Oui, oui, j'entends le delta. Mais sur la tendance actuelle, justement sur le haut de gamme, voilà, les, les, euh, les technologies de pointe, comment tu vois, influencer ce marché-là? Bah déjà, il y a deux marchés. Il y a le marché de l'ultra service et pardon, domotique, par exemple. Et puis, il y a quand même un autre marché qui est assez intéressant aussi, qui est le marché de l'éco-responsabilité. Et là aussi, on voit une clientèle arriver qui exige des bâtiments éco-responsables, qui exige des solutions de proximité assez développées. Et donc, ce marché-là, ou alors si tu parles des nouvelles technologies, je vais peut-être parler plutôt de l'immobilier lui-même. Il y a des tendances aujourd'hui, ça sonne plus que ça n'a sonné. On commence à revoir un peu la clientèle venir voir les biens. Il y a une appétence actuellement qui se redynamise. Donc, ça va pas devenir non plus délirant, mais ça quand même, ça va mieux. Les propositions aboutissent aussi. Donc, on a moins aussi de casse parce qu'il y a eu une période où les gens se positionnaient et finalement, on n'allait pas au bout. Et ça, on l'a quand même, on a un retour en ce moment qui est un peu meilleur avec moins de personnes qui se disent je vais bloquer, puis après, je me désengagerai derrière. Voilà. Bon, c'était pas exactement ma question, mais c'est pas Ah, grave. pardon, c'est pour ça que j'ai eu un doute sur ta question, excuse-moi. Non, non, c'était pour comprendre sur les tendances actuelles de l'immobilier haut de gamme. Voilà, Oui. le côté personnalisation, le côté technologie, bon, je pense à la domotique, mais pas que. Voilà, Ok. comment ça pouvait jouer, comment vous le voyez dans les biens que vous avez, peut-être, je ne sais pas. Oui, ben, alors c'est quand même un peu le début de ma réponse. C'est effectivement aujourd'hui, bah, déjà, on commence à être dans une génération milléniale. Donc, cette génération-là est très férue de digital, de services. Alors, on le voit également, on n'a pas des condominiums comme aux États-Unis. Voilà, je pensais à New York, c'est exactement ça. Dans ma question, il y avait New York derrière, tu as tout compris. Voilà, c'est un peu le principe. Et là, effectivement, en France, on est encore loin de ce genre de service. C'est-à-dire que malgré tout, quand on achète un bien, il y a deux notions. Il y a la notion du prix d'acquisition, mais il y a aussi la notion du coût d'usage. Combien va me coûter le bien? Et donc, effectivement, des services parfois développés ne rencontrent pas forcément une demande très forte en France parce que les gens ne veulent pas mettre 3 000 euros par mois de charges de copropriété ou de Hmm. charges de vie dans le bien. Donc là aussi, on commence à être un peu plus éco-responsable. On commence à vérifier que le bâtiment lui-même, par exemple, est déjà des normes de qualité. Autre phénomène assez tendancieux aujourd'hui, c'est le fait que le bien n'ait pas de travaux. On a de plus en plus de personnes qui veulent un bien sans travaux. Pourquoi? Pour des risques peut-être avec les bâtiments, avec les délais, avec la mairie s'il y a besoin de faire des permis de construire ou de travaux. Tout Donc simplement de la charge mentale, hein, je dirais aussi, hein.
Oui, exactement, mais c'est exactement ça. Et je suis entièrement d'accord là-dessus. Voilà. Donc Et oui, l'impact de la crise, je permets, je continue. L'impact de la crise sur les acheteurs fortunés, comment vous l'avez vécu? Parce que vous avez quand même un beau panel et comment ça se décline au quotidien? ben, je vais être assez, c'est assez terrible, mais comme tu le sais très bien, en économie, quand il y a une crise, les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. Et, et l'autre Les problématique, 1%, les fameux 1%. voilà. Et les startups ont quand même généré de l'argent. Donc, il y a quand même des personnes aujourd'hui sur le marché qui ont de l'argent. Et puis, il y a du patrimoine en France. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que les étrangers qui investissent, il y a aussi beaucoup de franco-français. Et l'avantage, c'est qu'on commence à avoir de la solidarité familiale qui permet d'avoir un apport suffisant pour pouvoir acquérir au moins quelque chose qui corresponde aux ambitions de chacun. Donc, non, ce marché-là, il s'est ralenti très fortement. On a quand même eu plus de 30%, nous, en tout cas, dans nos analyses, 30% d'annonces en moins dans le bien de plus d'1 million et des biens de luxe. Donc, ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup moins sur le marché. Mais moi, j'ai toujours été surpris par le nombre de personnes qui avaient quand même la possibilité d'avoir un bel apport. D'accord, donc les apports sont pas à la baisse. Voilà. Sur le rôle de l'emplacement dans le choix des biens de luxe, voilà. Ah bah c'est primordial, hein, l'emplacement. En fait, il y avait jusqu'à maintenant, moi je suis de la culture d'avant, donc la culture d'avant, il y avait 4 éléments pour faire une vente. Quand je faisais une formation, quand j'expliquais à mes directeurs comment on allait faire pour d'autres groupes immobiliers aussi, il y avait 4 éléments de la vente. Il y avait bien sûr le secteur, les qualités, l'état. Donc les qualités, c'est ce qu'il avait des avantages par rapport à d'autres et c'est ce qui pouvait faire le prix pour faire une estimation. L'état aussi, puisqu'on veut de moins en moins faire de travaux. Et puis bien sûr le prix. Et puis il y en a un maintenant qui est rentré dans l'escarcelle de la bonne estimation du bien, c'est sa facilité de revente. Est-ce que le bien est facile à revendre? Donc, si le bien me paraît pas assez liquide et pas assez, enfin trop difficile à vendre, parce que même s'il est exceptionnel, il y a trop de complications, eh bien, il va se dégrader en termes de prix. Mais comme tu le dis, l'emplacement est quand même primordial. C'est-à-dire qu'il y a un effet un peu à l'américaine. Location. Location, location, location. On se croirait chez McDo. Exactement, mais il y a ce phénomène un peu des anglo-saxons qui aujourd'hui, l'appartement d'exception n'est plus forcément la norme. Ce qui est important, c'est que je sois dans un quartier où je vais pouvoir recevoir, faire des brunchs et sortir le soir. Donc l'emplacement est essentiel, mais pas que pour l'immeuble lui-même, mais pour ce qu'il a dans son environnement. Est-ce que j'ai des commerces de bouche? Est-ce que je peux aller faire du sport? Est-ce que je peux avoir une activité? Et donc ça, c'est vraiment un autre phénomène. Et même, c'est intéressant parce que dans le luxe, par exemple, des biens de plus de 400 ou 500 mètres carrés dans l'intramuros de Paris se vendent beaucoup plus difficilement qu'un bien qui aurait 300 mètres carrés mais qui aurait un énorme balcon. D'accord. Voyez, parce que en fait, finalement, 400 mètres carrés, j'en ai pas absolument besoin. J'ai pas besoin d'autant de surface. Je ne suis plus tellement dans la réception. Voilà, je suis dans une espèce de confort personnel. Oui, le balcon se valorise très très bien, on est d'accord. Donc, l'importance de la personnalisation des services sur mesure. Comment Ça, c'est vous notre service à agissez? nous, c'est ça. C'est d'ailleurs d'accompagner le client, et ça, c'est de plus en plus. Alors là, on s'américanise un peu, c'est-à-dire qu'on peut maintenant, de plus en plus, je ne dis pas qu'on laisse les meubles, hein, on n'est pas comme aux États-Unis où on part avec un pick-up et on met 3 meubles dedans et on laisse tout le reste à l'intérieur avec sa décoration, mais on commence C'est à voir marrant parce quand que tout même. ce que tu dis sur les États-Unis, enfin moi je suis américain en fait, donc j'ai vécu là-bas. Donc c'est vrai que ça résonne assez et en fait on voit quand même sur la personnalisation, on voit quand même qu'il y a des avancées quoi. Ça Bien vient. sûr. La décoration d'architecte, je m'occupe de rien. À la rigueur, je ne personnalise pas moi-même. Je me paye un architecte pour décorer, je me paye un coach pour préparer mon dressing, etc. Donc tous ces services-là sont là. Et de plus en plus, on a des coachs quasiment pour tout. On a des coachs, on peut même avoir des coachs pour simplement quelle vaisselle mettre ce soir. Est-ce que vous avez un coach cuisinier? Est-ce que voilà. Moi Donc j'appelle ça des coachs de coach. Voilà. ouais, les coachs de coach, eh ben, tu peux partir dans cette logique-là. Donc oui, le service est là. De plus en plus meublé, ça c'est intéressant, avec des beaux meubles. Là, par exemple, il y avait pas sur une dernière vente, bon, on parle en dizaines de millions, on avait quasiment aucun meuble à moins de 10 ou 20 000 euros. Voilà. Et il est D'accord, resté équipé, il est resté entièrement décoré. La personne a acheté déjà la décoration en plus de l'appartement. d'accord. Intéressant. Les stratégies gagnantes pour les promoteurs immobiliers de luxe? Bah, location, location, location. Mes prestations aussi. Prestations aussi beaucoup. Par exemple, tu as un truc, un revirement de société en hyper centre-ville, c'est le parking n'est plus une priorité.
Avant, tu vendais vachement moins bien quand tu n'avais pas de parking ou pas de box. Mmh. Aujourd'hui, déjà, en plus, il faut qu'ils soient quand même électrifiés pour la plupart du temps. Et on ne rentre pas dans une logique de co-living, mais on n'est pas loin, dans lequel il y a parfois des prestats de services avec des voitures électriques mises à disposition sur un- un système de réservation en interne avec le vélo électrique, avec buanderie en commun, etc. On commence aussi à voir ça aussi dans le luxe. Et donc, la stratégie des promoteurs, c'est peut-être de travailler sur à la fois les jeunes accédants, mais également les jeunes retraités ou les futurs retraités, donc les seniors du travail qui parfois ont eu des revers de situation, mais qui ont de l'argent, qui sont divorcés et qui ont envie quand même de ne pas forcément s'isoler, donc de travailler enfin, de vivre en co-living, mais avec de très belles prestations. Ouais, exactement, exactement. Sur, les perspectives pour, l'immobilier haut de gamme, hein, Ben, sur ces items-là, on n'a pas parlé des énergies, c'est quand même un c'est quand même un volet assez important. Comment se comportent cette clientèle? Est-ce qu'ils sont de plus en plus, attentifs à tous ces thématiques-là? oui, ils le sont, mais même toute clientèle, on l'a constaté, c'est que déjà, une des premières questions maintenant, c'est quel est le niveau du DPE? Donc, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on est sur un coût d'usage également, mais aussi on est sur une forme d'éco-responsabilité. Donc, si par exemple, on commence à avoir des immeubles avec, si on reprend la RT 2020, qui est quand même un sujet intéressant, sur la RT 2020, aujourd'hui, un immeuble éco-responsable, c'est-à-dire qu'il faut des vitres photovoltaïques, il faut des toits qui génèrent de l'énergie, il faut de l'isolation suffisante pour que le bâtiment soit quasiment éco-chauffé, on va dire, et des services à l'intérieur qui fassent que mon énergie n'est pas surconsommatrice et que je suis moi-même responsable du lieu où j'habite et de la consommation que j'y fais. Donc, oui, ces immeubles-là, et là on revient sur le slide d'avant, c'est les promoteurs aujourd'hui, d'abord parce qu'il y a une obligation par la RT 2012, il y a la loi ZAN aussi qui est très importante, hein, la Le loi ZAN ZAN, sur le développement des bâtiments. Et donc, forcément, l'élévation, oui. voilà, l'élévation et moins l'extension. On est d'accord. On termine, hein, parce qu'on est juste dans les temps, parce que voilà, on est sur une demi-heure à peu près, donc sur l'interaction qu'on pouvait avoir nous deux. Et voilà, je voulais simplement maintenant passer aux questions. Et on a déjà des questions qui se profilent. Alors, on a une question de Didier Moran-Valvincent sur, parce qu'on n'en a pas parlé là, toute la partie station de ski. Voilà. Je crois que lui, Didier, tu es là, tu nous entends? C'était sur comment ça se comporte et comment, voilà, parce qu'on fait face quand même à une raréfaction de l'or blanc, si j'ose dire. Bien Et en sûr. même temps, comment se comportent est-ce que ça touche pas les grandes stations? Comment vous vivez ça au quotidien, vous? J'imagine que vous Bah, avez. si tu prends les grandes stations très connues, les prix sont quand même très très élevés. On n'a pas de baisse de prix, nous, par exemple, sur Megève, sur Chamonix ou sur Courchevel. En revanche, les stations qui ont, hélas, sont ou trop jeunes ou pas assez, ont voulu être un peu plus populaires, connaissent des revers parce qu'il va falloir trouver des solutions palliatives, par exemple, pour proposer même des activités d'été, de printemps et autres, se reconvertir là-dessus parce que c'est vrai que certaines vont être obligées de fermer par absence de neige. Et puis, quand il n'y a pas de neige dans certaines stations, bah, forcément, l'ambiance n'est pas tout à fait la même quand as réservé. Donc, non, il y a quand même toujours un énorme attrait pour ces belles stations de ski. Il y a simplement quelques stations qui vont forcément en pâtir. Et là, on observe, mais pour l'instant, on n'a pas de certitude sur l'avenir. Certaines ont même déjà commencé à se poser des questions sur la fermeture générale de l'esprit station de ski sport d'hiver et pour essayer d'apporter des solutions beaucoup plus peut-être écologiques ou des solutions un peu plus romantiques. Je mettrais ça comme ça. Exotique même, allons-y. Voilà. Mais oui, tu parles par exemple à ce qui peut se passer pendant l'été, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Bon, là, certaines l'ont déjà fait largement anticiper depuis plus de 10 ou 15 ans et ont déjà des activités d'été qui sont déjà largement développées. Mais pour d'autres, on va dire qu'il y avait quand même une saisonnalité qui était beaucoup plus forte et très, très axée sur l'hiver et qui aujourd'hui, même si on devait, et les mairies sont quand même surendettées et il faut trouver des solutions parfois en intercommunal, sont surendettées, elles ne peuvent pas prendre le virage aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas juste eu l'expansion qu'il fallait pour pouvoir avoir assez de réserves et pour pouvoir même s'endetter pour pouvoir développer autre chose. Ah, d'accord, j'entends.
On a une autre question qui concerne en fait le marché du luxe en part de marché sur la totalité des biens vendus. On est à combien à peu près là en termes de volume et et en valeur? Le luxe, c'est quoi? C'est 10-15% et c'est en part de valeur, c'est un marché qui est très fort. Mais tout ça, c'est pareil, ça peut être complètement aléatoire parce que sur une année, il suffit qu'on ait vendu 4 biens à 50 millions et je change ma statistique. Dernièrement, là, il y a une transaction qui est en train de s'organiser. Je ne peux pas encore trop en parler, mais on est quand même autour. La base de discussion est à 35 millions. Bon, ça peut me bloquer toutes mes statistiques. Moi, je préfère travailler Je du haut parle de du gamme. luxe global, hein, je parle du luxe global, pas Oui, oui, uniquement oui. ta société à toi, hein. Si on peut sortir un peu de l'ultra-luxe, parce qu'en statistique, ça peut être tronqué, ça représente, oui, 10-15% de part de marché et ce sont des volumes. En euros, on n'a pas assez de remontées statistiques là-dessus. Parce que c'est tout le problème aussi entre les donations, parce qu'on peut avoir des biens des donations ou des viagers qui viennent m'endommager ma valeur vénale alors que je n'ai pas la valeur complète dans mes statistiques. Donc c'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal, c'est pas que je m'échappe, mais c'est que c'est compliqué de donner quelque chose de très précis et c'est toute la problématique qu'on a avec les notaires d'avoir une remontée de cette information économique. Non, j'entends. Sur voilà, sur l'évolution du marché du luxe au niveau global, avec la multipropriété, vous, c'est une autre question qu'on a. Est-ce que c'est quelque chose qui vous impacte? Est-ce que vous voyez ça monter de plus en plus? Voilà, un pool, on parlait des fameux 1%. Est-ce que vous voyez ces gens-là qui ont forcément un bien à Paris, à Londres, à New York? Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous voyez les pays émergents, enfin ex-émergents, à arriver sur cette thématique-là? Quel est votre prisme là-dessus, vous? On a un marché assez culturel. On n'est pas. Bon, il y a eu parfois des marchés bling-bling, on pourrait le mettre sur certains secteurs, on le sait bien. Mais je ne peux pas dire que d'un seul coup, il y a d'énormes reports. Bon, Dubaï, par exemple, est un secteur qui actuellement est en pleine expansion, qui attire une certaine clientèle, mais pas forcément toute la clientèle. Et nous, ça nous impacte pas directement sur notre marché franco-français, même si on est aussi sur toute la partie Belgique, Luxembourg, Suisse et Monaco. Monaco, par exemple, reste très, très, très cher. À Monaco, c'est un box. Là, on a un box à vendre à 900 000 euros. On peut avoir des biens à 100 000 euros du mètre carré sans difficulté. Donc, ce marché-là, il reste un marché qui attire à peu près le même style de clients. Donc, ce sont des gens soit qui aiment l'histoire et le charme à la française, sont des personnes qui vont chercher des bâtiments qui ont quand même des vues assez exceptionnelles et on offre ces vues exceptionnelles, que ce soit de la Corse, mais on est aussi à Saint-Barth aujourd'hui et que ce soit sur la côte bretonne ou la côte basque, etc. Il y a des spots qui font qu'aujourd'hui, une maison, par exemple, moi je suis essentiellement sur le secteur de Pornic aussi, à titre perso, une maison aujourd'hui avec une vue mer, on a du mal à être en dessous de 2 à 3 millions. Voilà, donc ce marché-là, il est encore là. Il est encore là. Il y a moins de transactions, il y a peut-être un peu moins de personnes en tout, mais il y a quand même de très belles transactions. D'accord. Et on a une autre question sur les commerces de luxe, parce que je ne sais pas si vous faites que du résidentiel et vous faites aussi du pro. Est-ce que les commerces Alors, de luxe on est quand suivent même. la même tendance que le résidentiel? Non, alors là, je ne pourrais pas me permettre. On fait vraiment ça de façon confidentielle, juste pour un client, mais ce n'est pas notre activité. Nous, on est vraiment résidentiel. Non. Donc le pro, et c'est pas quelque chose que vous voulez développer. Non, parce qu'on est bon, en fait, pour donner l'histoire, on est là depuis 1906 pour Coldwell Banker. On fait surtout du Ah, résidentiel. il y a eu quelques allers-retours, hein, si je me trompe pas. Voilà. Ouais. Et il y a eu Sur des l'histoire allers-retours. de Maintenant, nous en Banker. France, depuis moins longtemps, mais sur le marché, on va dire global, et on est en master franchisé, nous, aujourd'hui, les process sont des process quand même très, très orientés résidentiels. Et on veut rester dans notre technologie et nos qualités, ouais. D'accord. Donc oui. Mais pour comprendre un peu les différentes zones, on a abordé Paris, on a mis une fenêtre évidemment sur les Alpes. On voit bien avec la Riviera. Est-ce que toi, tu voyais émerger d'autres secteurs? Tu parlais du Pornic, enfin la côte atlantique. Je pense notamment un peu plus bas, le bassin d'Arcachon. Est-ce qu'il a vocation à avoir voilà, une visibilité, je dirais pas mondiale, mais déjà internationale? Est-ce que ça commence à monter? Est-ce que tu penses que c'est des choses qui vont arriver ou pas du tout? Bah, c'est que là, pour moi, en tout cas, ça reste quand même très franco-français. Bon, on retrouve un peu en ce moment les Belges, les Hollandais, les Anglais qui reviennent un peu sur certains de ces secteurs-là. Bon, la Dordogne reste
à la fois populaire, mais parfois aussi premium dans certains cas, parce qu'il y a quand même de très très belles choses. Et là, c'est les Anglais qui restent dans cette culture-là. En revanche, les belles stations, je le dis bien, celles qui ont une histoire à passer, qui sont là depuis assez longtemps, sont toujours dynamiques. Certaines, comme certains secteurs un tout petit peu plus jeunes, parfois ont un écueil et c'est plus compliqué de revendre sur des biens, on va dire, plus populaires. En revanche, nous, on voit que ce soit les Côtes-Nord, le Touquet qui nous intéresse, Deauville, Trouville, où on veut s'ouvrir, mais même Lille nous intéresse énormément parce qu'on n'est pas à Lille et il y a un patrimoine Lille plus Carras? Lille plus Comment? Carras? Oui, Lille oui, oui. plus. Et, mais Arras aussi, hein, Amiens, Arras, j'irais même. Voilà. Non, mais nous, on ouvre des franchises. Donc, si on a quelqu'un qui veut ouvrir, c'est des villes que l'on mettra comme majeures. Lille Vous aussi. avez combien de franchises en France là actuellement? On a 50 aujourd'hui, on est 400 collaborateurs. Voilà. Donc Et 50 unités de vente, c'est ça? 50 voilà, murs, quoi. 50 unités, 54 unités de vente, 400 collaborateurs, un siège à Paris, et on est en plein développement. Puis c'est ça, ce qui aussi a fait mon arrivée dans le groupe, c'est justement pour ça. Et ouais, le Grand Est m'intéresse, comme à Strasbourg, à Metz. Voilà, il y a des endroits comme ça. Dijon sont des endroits où on va essayer aujourd'hui de s'implanter. Et bien sûr aussi les stations de montagne qui sont aujourd'hui quand même très prisées, hein. Il y a une grosse demande. Il y a pas eu de chute, hein, par exemple sur Chamonix, il y a pas de chute. Le frontalier, par exemple, aussi est très important. Oui, c'était la prochaine question. Comment on peut percevoir l'interaction que vous menez vous? Parce que toi, tu gères pas uniquement la France, tu gères l'Europe aussi, c'est ça? Ou uniquement Là, la France? je gère l'Europe frontalière, c'est-à-dire que je n'ai pas, par exemple, l'Europe frontalière, je n'ai pas l'Italie, je n'ai pas l'Espagne, puisque là, c'est une autre master franchise. Mais moi, je vais enfin, celle qui est francophone aussi, donc la Belgique, le Liechtenstein, le Luxembourg et la Suisse. D'accord. Donc partout ça parle français, c'est pour ta gouverne. J'ai bien Voilà. compris. Donc, et vous implantez là sur ces territoires-là aussi, alors du coup? Ça y est, on ouvre là, on va ouvrir Montreux, on a signé un accord à Genève. Je D'accord. suis en train de finaliser à Bruxelles actuellement, D'accord. avec un gros projet aussi sur la Belgique. Donc ça, c'est intéressant parce que la personne ouvrirait plusieurs spots, parce que parfois la personne peut ouvrir qu'un endroit, un lieu, et il laisse la place à quelqu'un d'autre. Mais là, c'est quelqu'un qui a des ambitions un peu plus élevées, ce qui nous intéresse aussi. Voilà. Donc oui, oui, on ouvre pas mal sur ces secteurs-là. Ouais. D'accord. Alors c'est Il y a un très très beau intéressant. patrimoine, hein, dans certains de ces secteurs. D'accord. Donc toi, tu es associé dans la franchise, c'est ça? Moi, je suis le directeur général avec Laurent Demain, Non, mais qui est le président. tu es salarié ou tu es associé? C'est ce que Salarié, j'ai. moi. Tu es salarié. Voilà. D'accord. Ok, ok. Non, intéressant. Aujourd'hui, tu peux nous dire c'est combien le ticket pour demain? Je vais ouvrir. Alors, tout va dépendre de ce qu'on va faire. Parce qu'on a l'avantage d'avoir aussi deux enseignes, une qui s'appelle Coldwell Banker Cibistar. Donc, ça, le premium et le haut de gamme. Et on a un peu plus dans le luxe, le Global Luxury. Donc, on a deux enseignes. Si on entre chez Cibistar, on va être aux alentours de 35 000 euros le droit d'entrée. Et si on est en Global Luxury, on sera à 42 000 euros. Hein. Et après, redevance sur le Avec chiffre des d'affaires, redevances. Avec des 8%, redevances classiques classique, de classique, 8%. 6%, 6% et 2,5%, ce qui fait que logiquement, 8,5, 8,5. oui, c'est ça. Mais grâce à la centrale d'achat et à nos qualités de diffusion, parce que c'est ça aussi la force d'un groupe comme Coldwell Banker, c'est de pouvoir communiquer aux États-Unis, puisqu'on est d'origine américaine. Ça nous ouvre des portes que peu de franchises ont, puisqu'il faut avoir cette origine-là. Ça fait quand même, pour quelqu'un qui rentre dans le monde du haut de gamme, un bénéfice qui est relativement conséquent avec ce on lui propose. D'accord. Alors concrètement, sur les US, où c'est que vous diffusez? On est chez James Edition. On va avoir aussi des unités américaines de Coldwell Banker qui diffusent nos propres magazines pour leur clientèle qui investit sur l'Europe. Parce qu'il y a l'achat et puis pour y habiter, puis il y a l'achat aussi pour investir. Hum, Et pour faire, dans certains cas, de la location de très courte durée, mais pour d'autres cas, d'avoir aussi un pied-à-terre ou faire du bicycle civil. Donc là, on a une interaction entre nous, ce qu'on appelle un referral, et ça nous permet de diffuser sur ces plateformes locales. Le gros du marché pour vous aux États-Unis, c'est les côtes. Vous êtes, Oui, oui, oui. Bah, hein? c'est pareil, c'est là où c'est quand même relativement des prix très élevés. Bon, là, hélas, Coldwell Banker sur Pacific Palisades a vu son bâtiment brûler, mais, Hum, et puis sa clientèle aussi est très affectée. Donc, on a été très solidaires là-dessus et on a communiqué.
Maintenant, on est sur toute la côte, on va dire, ouest, on est sur certaines très, très grandes villes américaines qui sont très, très liées aussi aux affaires, parce qu'on est quand même une entreprise qui gérons une clientèle de business, hein, qui n'est pas simplement une clientèle de plaisir, donc de très beaux biens, et bien sûr la côte est on va dire, de Washington à Miami, oui, ou de Boston à Miami. C'est Miami, d'accord, d'accord, d'accord. Et les autres pays sur lesquels vous êtes présents, alors, Ça, vous êtes c'est aussi vous la êtes dans combien de force. pays? Vous êtes On dans est combien de pays? leader, on est un des leaders mondiaux, puisque aujourd'hui, on a plus de 40 pays où on est représenté 3000 points de vente et 100 000 collaborateurs dans le monde. 100 000 collaborateurs dans le monde. Mm. Donc, ça veut dire que 100 000, on est dans le monde du luxe. C'est vrai que sur la France, on est connu, mais on va travailler un peu plus cette notoriété là dans les prochains temps. Mais en revanche, au niveau mondial, et c'est ce qui fait la force d'une ouverture franchisée, c'est qu'il a automatiquement un accueil international qui est beaucoup plus forte, et ce qu'on appelle, nous, une visibilité mondiale qui est très forte, qui fait que quand j'ouvre un point de vente, on l'a fait dernièrement en achetant 2 agences à Paris, automatiquement, on a eu une certaine clientèle qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. D'accord. Et comment ça fonctionne? Vous travaillez uniquement en interne ou vous partagez les mandats? Comment ça marche? On est très culture, d'abord pour le respect de nos engagements, on s'engage à beaucoup de choses avec nos clients, ce qui justifie une qualité d'honoraires. Donc, ça veut dire que derrière, on travaille essentiellement en interne. Maintenant, si un confrère, à un moment donné, n'arrive pas à vendre le bien, on pourra regarder comment on peut le travailler ensemble. Mais D'accord. on a assez d'éléments aujourd'hui pour promouvoir un bien et le vendre. Et en termes de niveau d'honoraires, vous êtes sur quelle base à peu près? Bon, là, c'est classique, hein, entre 5 et 6 et on les maintient, hein, comme sur la Côte d'Azur. Aujourd'hui, moi, je pense que j'ai écrit un post il n'y a pas longtemps sur le sujet. Je pense qu'il faut pas se tromper de débat aujourd'hui dans le monde du haut de gamme et même dans le grand monde du grand public. Je dirais, faut pas se tromper de débat. Il y a une erreur des professionnels actuellement. Je trouve que l'approche qui est faite par les professionnels, c'est de vendre des honoraires. On a presque l'impression que l'approche commerciale, c'est ici honoraire moins cher. Moi, le problème, c'est pas un problème d'honoraires. Je pense qu'on se trompe de débat. Les honoraires, c'est une conséquence. Mais au départ, c'est est-ce que mes services sont de qualité? Est-ce que j'ai des compétences? Est-ce que je connais la clientèle? Est-ce que j'ai un fichier client bien traité? Et tout l'investissement, on ne sait pas assez présenter ce que l'on a mis en place pour pouvoir réussir une transaction immobilière. Et il faut que le client entende que c'est non pas un coût, mais bien un investissement. Et que cet investissement-là va être bénéfique. Et qu'à la rigueur, grâce à ces 5% qu'il aura investi chez nous, il va gagner au moins, je dirais qu'il aura un prix qui lui conviendra et il aura même peut-être gagné plus que ce qu'il aurait gagné tout seul. Et puis après, il y a tout le phénomène d'une clientèle quand même souvent haut de gamme qui a besoin de passer par l'intermédiation, qui a besoin d'avoir un conseiller qui veut ce filtre hein, et pas être en direct avec le propriétaire. C'est presque dans certains cas, je dirais pas vulgaire, mais pas forcément bien vu d'être en phase de l'autre. Donc, on sert. Et ça, les gens qui travaillent dans le monde du haut de gamme et du luxe le savent et travaillent beaucoup avec des professionnels qui maintiennent un certain niveau d'honoraires. Non, moi, ça n'a jamais été une difficulté. Je trouve que c'est un faux débat et en ce moment, comme on a eu envie de prendre des marchés ou de faire, même certains appellent ça du picking, le débat, il n'est pas sur les honos aujourd'hui, il est sur la qualité de nos services Ouais, on est d'accord. et notre capacité à aller chercher l'acquéreur. On est d'accord. Une autre question, qui sont vos concurrents aujourd'hui en France? Je ne sais pas. Vous en avez pas? Vous en avez pas? À ce niveau-là, qui est 100 000 collaborateurs dans le monde, c'est Non, non, compliqué. non, pas non, mais Barnes, c'est un concurrent pour vous? Je sais pas ou Non, mais forcément, on joue dans une cour relativement similaire. Donc, forcément, d'abord parce que je les connais. Après, on a aussi une approche qui n'est pas forcément la même, puisque, comme je te disais tout à l'heure, on essaie de maintenir un certain niveau de prestation. On est un peu plus sélectif. C'est-à-dire que ce qu'on va dire à certains de nos concurrents, c'est que de temps en temps, on a l'impression que je suis prêt à surcoter un bien pour simplement le rentrer. Alors, pourquoi pas regarder si le client a un prix ambitieux, mais il faut aussi avoir une vraie stratégie d'accompagnement derrière. C'est-à-dire que si c'est juste le rentrer et pas le gérer derrière, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, notre méthodologie de travail fait qu'on est respecté aussi pour ce que l'on est. Et parfois, on n'est pas forcément apprécié parce qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts si le client veut absolument qu'on fasse des efforts. Mais on est là pour réussir une prestation de qualité, d'amener cette expertise, de vivre. En fait, on parle plus de marketing. Aujourd'hui, on vit une expérience. Mais même une vente avec Coldwell Banker, c'est vivre une expérience. Donc,
Mes concurrents directs, oui, ben, on peut citer, si on prend des Parisiens ou plus des gens qui sont très très implantés sur Paris, ben, on va prendre Féo, on va prendre Barnes, on va prendre même Junot voilà, qui se développe. Ça peut être Breteuil, ça peut être consultant. Après, sur la côte, on va retrouver du Zingraph, on va avoir du Sotheby's. Après, sur d'autres côtes, on va avoir des locaux parfois, comme Beauchamp et autres. Voilà, ça va dépendre. Maintenant, qui a aussi cette capacité à interagir avec le collègue de la ville de Marseille et celui qui travaille à Auvésinet, voilà, on a aussi cette force-là. Donc, ça fait partie des éléments. Donc, et puis après, on voit commencer à émerger parfois ce que j'appelle les enseignes du second marché qui arrivent et qui veulent faire du luxe. Voilà. Et qui veulent faire du luxe. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi avoir les codes, il faut avoir les outils qui vont derrière. C'est pas simplement parce que j'ai rentré un bien d'exception que je vais arriver à le vendre. Et puis, il faut savoir parfois faire la différence entre un marbre et un travertin. Et pas tomber en admiration devant un lino qui est style tech. Voilà. C'est mieux d'avoir des compétences produits, ça peut. Non, Ça et peut... puis en plus, je pense que c'est pas, alors c'est pas une critique, hein, attention. Je pense que il vaut mieux être très très bon sur ses compétences et son marché que de vouloir faire sur un marché où on n'a pas les codes. Voilà. Mais comme nous, on n'ira pas forcément dans certains biens populaires parce que ça ne servirait à rien, on serait décalé et on ne marcherait pas. Donc, si c'est juste pour rentrer des honoraires, ça n'a pas d'intérêt. Le client ne sera pas content et l'image de marque ne sera pas la bonne. Mais toi, tu arrives d'un marché, d'une institution, enfin d'une structure généraliste quand même. Ah, complètement. Mais l'avantage aussi, c'est que j'ai accompagné pendant 20 ans des enseignes de luxe. Moi, ça fait 20 ans que j'enseigne ou je fais de la formation pour des groupes immobiliers du monde du haut de gamme, que j'ai même aidé au développement, que j'ai fait aussi des contrôles TRACFIN préventifs pour essayer d'éviter les risques. Voilà, donc je connais aussi les codes du luxe tout en ayant à l'époque développé moi une enseigne beaucoup plus populaire qui s'appelle le Bon Agent. Pourquoi? Parce que justement, je voulais pas me mettre en compétence ou en compétition ou en concurrence avec mes clients. Non, c'était une Mais en stratégie. revanche, on a fait un bon agent avec des mandataires d'un certain niveau, très formés, tous producteurs. Voilà, c'était mon idée. C'était pas du MLM. Et je dis pas que c'est pas bon, c'est un autre système. Mais moi, je voulais vraiment des personnes avec lesquelles on travaille de l'immobilier différemment, pas du recrutement, par exemple. Le recrutement, c'était pas l'idée. Ouais. J'entends. Et sur la stratégie de développement, donc voilà, sur Coway Banker, comment tu vois les choses là à 5 à 10 ans? Bah là, le principe, c'est d'ouvrir donc de plus en plus, hein. Donc maintenant, en fait, on a beaucoup vécu sur le marché international. C'était notre force, un fichier international, un marché plus confidentiel, et on a pas forcément cherché à faire un développement à outrance. On est plutôt monté par itérativité et en prenant le temps d'installer une agence quand on l'ouvre. Là, on accélère un peu parce que bah, forcément, le marché, d'abord, il a bougé, il a changé. La Covid, la crise et puis la problématique ukrainienne où on avait quand même pas mal de clients russes sur la Côte d'Azur Ouais, qu'aujourd'hui on n'a plus. Et puis après, il y a le fait aussi que ben, certains acteurs commencent à se développer. Et donc, il ne faut pas non plus qu'on perde l'avantage que nous avons d'être un des leaders du marché en laissant passer les autres devant nous. Donc, c'est pour ça qu'on accélère. Et puis, on a vraiment des solutions, on a vraiment des supports de qualité, donc bah, autant le promouvoir. Donc, aujourd'hui, gros développement, des ambitions très fortes. On veut être sur toutes les villes principales, majeures. Je te dis, de Toulouse à Lille, de Strasbourg à Rennes ou même à Quimper. Et aujourd'hui, de faire en sorte que la marque s'installe et que nos services servent à ceux qui en ont besoin. d'accord. Il y a d'autres réseaux immobiliers, on ne les citera pas, qui ne sont pas forcément, je ne sais pas, la situation financière de Coway Banker. Je n'ai pas fait d'audit, mais on a vu que récemment, quand même, c'était compliqué pour les agences immobilières. Alors, vous êtes sur un marché de niche, mais il y a des agents généralistes voilà, qui sont parfois en procédure, qui sont parfois, enfin, Bah, qui il y ont a plus. quelques dépôts de bilan, ouais, mais il faut Ouais, dire ouais. qu'aussi, bah, regarde, si tu reprends les chiffres, on était 30 000 cartes T il y a 15 ans, on est passé à 43 000 cartes T. On était 50 000 agents commerciaux, on est passé à 93 000. Donc il Mhm. fallait bien qu'à un moment donné, il faut que tout le monde puisse vivre, mais à un moment, quand il n'y a plus de ventes ou plus assez, il y en a certains qui ont été obligés de s'arrêter, et même de très belles enseignes qui ont déposé le bilan. Donc si tu n'as pas la stabilité économique, si par exemple tu as fait trop d'efforts sur tes honoraires, regarde même les low cost, ce qu'on a appelé les low cost, ils n'ont pas tenu. Ça marche pas. Ça marche pas parce que quoi,
la promesse, c'est simplement je ne fais pas d'honoraires ou je fais des honoraires trop bas, donc ça ne marche pas. C'est pas un concept marketing de dire je fais des honoraires très bas. Donc le principe, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait des services. Moi, quand on sort un magazine, quand on est sur les réseaux sociaux, quand on fait une communication, quand on passe dans la presse et tout ça, ça a un coût. Et c'est ce qui fait que Je ça pensais va pas vraiment forcément mieux. à eux, hein, je pensais pas forcément au low cost, je pensais plus à des réseaux, un autre réseau américain, voilà, qui peut aussi, je sais pas. Oui, non, mais bon, Vous étiez candidat au rachat de certains de leurs emplacements, non? C'était complètement. On est candidat. On a une failli, boutade. et je vois que tu es au courant. Mais effectivement, oui, non, mais on s'intéresse maintenant. Nous, l'avantage, c'est qu'on a essayé de faire une gestion. On monte en puissance, mais on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas des dépenses dans tous les sens. Et donc, ce qui fait qu'au bout de 119 ans, on est encore debout, tu vois. Donc, c'est aussi la logique dans laquelle on travaille. Et une implantation, pour nous, Debout. Kawhi Banker a quand même eu. oui, non, mais comme tout le monde, il y a des revers. Et puis après, il y a aussi des questions d'hommes. Donc, sur les questions d'hommes, il y a des revers. Aujourd'hui, il faut passer dans l'avenir. Et dans l'avenir, on a aujourd'hui des perspectives solides. Il faut avoir donc une bonne trésor. Là, moi, par exemple, en termes de stratégie, je n'ai pas la stratégie des flagships monumentaux. Je ne veux pas être implanté partout, tu vois. Je veux simplement qu'à la rigueur, la personne ait de l'espace pour vivre et puisse se développer. Mais il faut que ce soit une jolie agence et que ce soit correct, mais pas forcément des choses monumentales. Et Combien de mètres pourtant, carrés, vous? C'est combien de mètres carrés? une bonne agence, c'est aux alentours de 100 mètres carrés. Mais D'accord. et déjà, c'est une belle agence, hein, entre 80 et 100 mètres carrés, parce qu'aujourd'hui, c'est la vitrine la plus regardée, mais ce n'est pas la plus visitée. Donc, oui, ça donne une belle image, mais le problème, c'est que ça fait des immobilisations qui sont très, très lourdes. Et quand tu as pris trop d'immobilisation, comme l'ont fait certains, mais juste un peu avant la crise, eh ben, à un moment, tu te retrouves avec des charges qui sont très élevées. Et puis, un bail commercial, c'est pas un bail que j'annule comme je veux. Non, Donc, il faut faire attention. c'est pas flexible du tout. Parce que là, vous êtes financé comment, vous? On est entièrement autofinancé, on est en interne. C'est Laurent Demeure qui a le capital de la société et qui développe. On n'a pas Carnet de chèque. d'investisseur. C'est son carnet de chèques. Ouais. Bon, super. C'est bien, Ben, c'est très agréable. bon, c'est bien. Non, mais ça veut dire une stabilité et puis des ambitions qui sont certaines. Parce que quand c'est un investisseur, on le voit aussi, quand ça change régulièrement d'investisseur, c'est compliqué parfois. Bon, après, il y en a qui ont très très bien réussi, qui sont devenus même des licornes, hein. Donc là, il y a eu de très très belles choses réalisées, mais c'est toujours compliqué quand tu Tu penses à qui, là? Tu penses à qui sur les licornes? sur des réseaux de mandataires de très haut niveau, ouais. Mais qui sont plus du MLM pour moi. C'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, qui ont une très belle réussite. Sur les mandataires, concrètement, quel réseau pourrait avoir tes commentaires plutôt flatteurs? Tu parlais de belles réussites. De belles réussites. Aujourd'hui, il y a, si on parle de réseau, propriété privée a toujours été très sérieux. Bon, IAD, c'est un mastodonte, on le sait très bien. Aujourd'hui, c'est devenu. C'est pas toujours ce que j'appelle de l'immobilier, mais après, ça se respecte parce que c'est un concept, hein. Et à partir du moment où il y a une réussite, j'ai qu'à dire c'est bravo, hein. C'est un peu à l'américaine, il n'y a pas de théorie, il y a simplement des Non, mais réussites. tu dis c'est pas toujours de l'immobilier. Tu veux dire que c'est du MLM d'abord? Oui, oui, bien sûr, évidemment. Oui. Évidemment, c'est du Avec le MLM. turnover qui va avec. Et avec le turnover qui va avec. Après, si on prend Expertimo, par exemple, bon, la promesse est à 100%, c'est pas mal fait. Après, bon, il faut faire attention, toujours dans ces réseaux, donc, quels qu'ils soient, sur la qualité du conseil, sur la qualité de l'accompagnement. Et ça, c'est vraiment, moi, un sujet qui m'importe, hein. Je ne suis pas un formateur pour rien. Je n'ai pas pris une direction générale aujourd'hui en me disant j'y vais pour me stabiliser, j'y vais vraiment pour développer. Mais je pense qu'aujourd'hui, la promesse de demain, c'est la qualité. S'il n'y a pas de qualité et s'il n'y a pas de compétences, si je ne sais pas de quoi je parle, j'ai eu une expérience comme ça en faisant du client mystère à une époque où j'avais encore mon cabinet de conseil, où la personne ne savait pas la taxe foncière, ne savait pas les charges de copro, ne savait rien. C'est une catastrophe pour moi. Et ça, c'est pas l'agent immobilier. Et là, je comprends que le client n'ait pas envie de me payer des honoraires. Oui, c'est clair. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'immobilier, c'est vraiment la transaction immobilière, pas autre chose. Donc, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, ceux qui font de la qualité, qui ont de l'expertise et de l'expérience, ils tiendront. Oui, enfin, on en revient aux fondamentaux, hein. C'est pas non Mm. plus, voilà, c'est les basiques et c'est ce qui, sur la durée, permet de transcender, justement les différentes périodes qui peuvent être parfois compliquées dans l'immobilier, hein. Ça, c'est clair. En tout cas, moi, je voulais remercier tout le monde. On arrive au terme de cette émission. Merci Claude Olivier. Voilà, j'étais ravi de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir aborder ce marché du luxe, le déconstruire quelque part. Je crois que tu nous as donné plein d'éléments. C'est super intéressant. Écoute, voilà, on peut rester en contact si ça te dit, mais n'hésitez pas. Avec grand Si vous plaisir. avez, Bon, si vous,
On se connaît depuis un petit bout de temps avec Tom et avec toi. Donc, ravi aussi de participer et d'accompagner votre développement parce que bravo, c'est aussi du travail et ça, j'apprécie. Et ça va toujours dans le bon sens. Donc, continuons comme ça. Oui, bah, on peut rendre hommage à Tom Delay, hein. C'est quand même lui qui est l'artiste qui a fait un sacré boulot. Moi, j'ai connu les petits génies, on était 1000 personnes, et puis là, 4 ans plus tard, on est quasiment 50 000. Donc, c'est vrai que ça se développe beaucoup. C'est toujours dans une logique bienveillante. C'est une logique qui va aussi au-delà du territoire national, puisque maintenant, on franchit les frontières. On a déjà des événements qui ont été organisés la dernière fois par exemple en Espagne, au Canada, enfin dans d'autres, au-delà de l'Hexagone. Et là, je voulais insister sur le 20 mars, parce que le 20 mars, on aura, je ne sais pas si tu seras là, et je vous invite tous à être là. Il y aura un grand événement. Sur Paris, ça sera aux 2 rue Cambronne. Je ne sais pas si tu es dispo, mais avec plaisir pour se Oui, oui, voir avec grand en plaisir. vrai, mon Ouais. cher Claude Olivier. Voilà. D'ici là, il y aura beaucoup de choses. On va faire une nouvelle conférence qui pense dans 15 jours sur le DPE, parce qu'on n'en a pas parlé, c'était vraiment pas notre thématique du jour, mais c'est un vrai sujet. Voilà, on parlait de compétences, on parlait aussi de savoir ce qu'il y a derrière la boîte noire. On va décortiquer en fond, voilà, au fond du sujet, on va aller jusqu'au fond du sujet sur le DPE, notamment avec, je vous l'annonce, Henri Bussicazo, et puis il y aura des experts, notamment un expert sur toute la partie propriétaire, et puis sur la partie DPE, j'ai un très bon diagnostiqueur qui viendra nous éclairer. Donc ça sera le 29. Et le 12, on fera un événement en présentiel voilà, sur l'offre locative, parce que on a parlé du luxe aujourd'hui, c'est bien. Je pense que c'est une des fonctions de l'immobilier. Mais revenons au basique. L'immobilier, c'est d'abord pour se loger. Voilà, c'est d'abord pour offrir un toit à tout un chacun. Et si l'offre locative n'est pas au rendez-vous, eh bien, ça pose de sérieux problèmes. Donc, c'est des sujets qu'on abordera en direct le 12 février et en présentiel. Je voulais vous remercier tous infiniment. Merci encore à toi, Claude Olivier. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec les petits génies de l'immobilier et les conférences qui pensent. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci, au revoir Olivier. Salut, Claude Olivier. Ciao, à bientôt.